Voilà, bonjour. Voilà, aujourd'hui, donc, on va traiter les réactions croisées et les cas de CCD. En fait, les réactions croisées, c'est tout, mais pas facile ou trivial. Même dans la communauté scientifique, on ne connaît pas toutes les réactions croisées et on ne sait pas vraiment tous les décrire. Donc, ce que j'ai essayé aujourd'hui, c'est de vous faire un résumé de ce qu'on connaît et de ce qu'on pense qui est important dans le cadre des réactions IgG alimentaires. Donc, vous avez certainement donc, entendu des patients se plaindre euh, qu'il n'a jamais mangé un tel ou tel aliment, que j'en mange jamais et je le déteste, que votre résultat doit être faux, j'en ai pas mangé depuis 2-3 ans, comment puis-je encore avoir des anticorps positifs, ou presque tous les fruits et légumes sont positifs, même ceux que je ne mange pas. Eh bien, ça crée bien sûr des doutes, c'est des réactions inexpliquées, et on se pose des questions sur la signification clinique de ces réactions. Donc, mais en tout cas, ces réactions, donc, c'est des réactions probablement tous réactions croisées. Les réactions croisées veut dire qu'une réaction d'un antigène avec un anticorps réagit donc c'est un antigène dont l'anticorps développé réagit contre un autre antigène. Une réaction croisée devient donc possible si les épitopes antigéniques expriment une grande homologie d'acides aminés ou sont très proches l'un de l'autre sur la molécule. Il est admis qu'au-delà de 70% d'homologie de séquence, le risque de réaction croisée est important et qu'il est exceptionnel que le pourcentage d'homologie est en dessous de 40% avec des réactions. Donc, par exemple, si on prend les produits laitiers, ben là, il y a une homologie d'environ 90% entre lait de vache et lait de chèvre et de brebis. Par contre, il n'y a que 60% pour le lait de chamelle et le lait de jument. Et pour l'humain, c'est environ 55%. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le lait de jument et les de chamelle sont beaucoup mieux tolérés parce qu'ils sont beaucoup plus proches du lait humain que, par exemple, des autres laits. Donc, quelles sont les réactions croisées qu'on puisse attendre? Donc, bien sûr, il y a les réactions aliment-aliment. Ça veut dire que un aliment peut être avoir un antigène similaire à l'autre. Donc, par exemple, tous les fruits à noyaux, ils ont plus ou moins les mêmes antigènes. Donc, par exemple, le pêche, nectarine et des choses pareilles. Cerises, prunes, donc tous ceux se partagent un certain antigène. Il y a les réactions aliments-pollen, et je pense que ça, c'est en fait ce qui nous pose le plus de problèmes. On va décliner ça par après pour certains pollens. Puis, il y a les agents infectieux, donc des virus, des bactéries qui peuvent induire donc, des réactions croisées avec des aliments, et bien sûr encore les animaux donc, qui peuvent créer des réactions croisées avec des aliments. Donc, pour les réactions au pollen, on a certains antigènes qui sont impliqués, par exemple la famille PR10, dont on a par exemple comme représentant la protéine la plus importante du bouleau. Donc, et ces réactions croisées entre bouleaux, donc elles sont présentes dans les fruits, les légumes, par exemple, et c'est considéré comme un allergène majeur. Ce qui est intéressant, c'est que si on est sensibilisé à la bête V1, donc celle-ci n'est pas résistante à la chaleur et à la digestion. Donc, et ça, c'est important à savoir. Donc, il faut savoir que dans le test d'ImuPro, on dose des anticorps qui sont dirigés contre la protéine intacte, c'est-à-dire avant digestion. Et donc, pour cette raison, beaucoup de fruits qui sont dans la liste des réactions croisées contre le bouleau, ils sont pas tolérés à l'état cru,
mais quand ils sont chauffés, par exemple, ils vont être tolérés. Ou bien ils sont tolérés après la digestion. Et donc, on va trouver quand même des résultats positifs, mais cliniquement, ces résultats ne sont pas importants parce qu'après la digestion, donc, la protéine a été dégradée. Puis, il y a la LTP, donc la Non-Specific Lipid Transfer Protein. Sont des protéines ubiquitaires aussi, donc très, très présentes, et représentent aussi un allergène important dans les fruits, les légumes. Et c'est intéressant, c'est plutôt important pour la population méditerranéenne. En plus d'être des allergènes dans les aliments d'origine végétale, quelques fruits à noyaux, les pommes ou les noix, il a été démontré que les LTP constituent aussi des allergènes importants dans le pollen. Et là, par contre, ils sont résistants à la chaleur et à la digestion. Donc, si on a une réaction croisée contre un LTP avec un pollen, elle sera aussi importante pour les aliments si elle est présente. Puis il y a les profilines, en exemple la BETV2. C'est une protéine monomère à réaction croisée majeure, c'est lié à l'actine et régulant donc le cytosquelette, contenu dans toutes les cellules eucaryotes. Les profilines se trouvent donc exclusivement dans les plantes à fleurs et sont des allergènes mineurs des pollens. Et là, par contre, on a une résistance à la chaleur qui va jusqu'à 200 degrés. Et puis les plus graves, je dirais, c'est les protéines de stockage. Et là, comme exemple, on a le gluten. Donc, cela constitue une superfamille d'allergènes trouvés dans les noix, les fruits, légumes et céréales. Et ils appartiennent au groupe des prolamines, des albumines ou des globulines. Ils sont très stables, ce qui signifie qu'ils ne sont pas facilement endommagés par des changements extrêmes de température ou de pH en raison de leur petite taille et de leur structure très compacte. Cela signifie donc que la capacité des protéines à déclencher une réaction allergique chez un individu sensibilisé ne serait pas entravée par la cuisson, la congélation, la digestion ou, dans de nombreux cas, même la transformation des aliments. Donc, par exemple, si vous faites du pain, par exemple, qui est une transformation, bien sûr, de l'aliment, ben, le gluten reste intact et il sera actif. Si on regarde un petit peu maintenant le risque des symptômes et des réactions systémiques, donc c'est-à-dire l'importance clinique de ces allergènes, eh ben, on trouve que les CCD, donc on va en parler plus tard un petit peu, sont ceux qui ont un risque mineur de réaction significative, et ça monte avec les profilines, les PA2, les LTP et des storage protéines, donc c'est les plus dangereux en fin de compte. Regardons maintenant un petit peu donc, les différents pollens. Donc, on a l'armoise, par exemple, Artemisia vulgaris, et là, on a plein de réactions croisées possibles. Donc, puisque vous allez recevoir donc, la présentation, je ne vais pas tout décliner, mais vous allez voir que certains, par exemple, ont marqué cru ou comme la tomate ou la pomme de terre. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un antigène sensible à la température. Le bouleau, ben, là, il y a encore beaucoup plus. Et là, vous voyez que principalement, donc, la nectarine, la pêche, la prune, la cerise, donc tous les fruits à noyaux sont positifs. Et c'est principalement, dans ce cas-là, la BenV1. Il faut savoir que pour le bouleau, 90% des réactions, des sensibilisations au bouleau sont liées à la BenV1, donc à celle qui est sensible à la température. Les autres allergènes ont une fréquence entre 10 et 20% de réactivité. Le pollen graminé, par exemple, là, encore une fois, on a pas mal de réactions croisées. Et bien sûr, ça se peut que, bon, ça, je n'ai pas fait, mais si vous regardez, par exemple, les différents trucs, donc vous avez ici amande, pomme, par exemple. Bon, là, il n'y en a pas, mais ici, il y en a certainement. Il y a l'amande. Donc, ça se peut que l'amande puisse aussi donc réagir en réaction croisée avec la pomme, parce qu'ils partagent un même antigène. Ça se voit aussi dans ce tableau-ci.
Les herbes aussi, donc, et vous voyez que c'est plutôt toujours la même famille d'aliments euh, qui est touchée avec les pollens. Les acariens, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc là, il s'agit d'un insecte et l'antigène majeur c'est la tropomyosine ou l'arginine kinase. Et celle-ci est présente en fait dans tous les invertébrés, donc c'est-à-dire principalement de la mer, donc c'est dans les insectes de la mer comme les écrevisses, le homard, mais aussi donc dans les moules, l'octopus, les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, crevettes, gambas, escargots, calamars et seiches. Donc, j'ai eu souvent des cas où la patiente m'a appelé qui était réactif aux huîtres et qui m'a dit mais je n'en mange jamais, d'abord elles sont trop chères ou je déteste. Et donc dans ce cas-là, c'est pas une réaction, une fausse réaction. Donc les réactions croisées ne sont pas des faux positifs, mais c'est une réaction croisée avec des acariens. Et dans ce cas-là, je recommande toujours de changer le matelas, de changer le coussin ou d'appliquer une, un drap anti-acarien parce que c'est l'acarien, lui, qui est à l'origine de cette réaction et probablement aussi à l'origine des problèmes du patient. Puis il y a la réaction, bien sûr, au latex. Et là, donc, c'est principalement la bêta-1,3-gluconase et la chitinase qui sont en faute. Et ça peut aussi réagir avec pas mal d'aliments. Ici, j'en ai repris ceux qui sont les plus dominantes. Il y en a encore beaucoup plus, mais qui sont beaucoup moins sévères et beaucoup moins fréquents. Les agents infectieux, ça c'est quelque chose qui est très important aussi parce que beaucoup de gens sont infectés. Bon, pas nécessairement maintenant à la Borrelia, mais on va voir plus tard avec des virus. Et le problème des agents infectieux est que le taux des anticorps contre les agents infectieux, il est très élevé et il reste élevé. Et donc, s'il y a une réaction croisée, même mineure, ça se peut qu'on la trouve dans MiPro pour certains aliments. Et c'est surtout le cas pour les personnes qui évitent un aliment pendant un certain temps ou même plusieurs années et les taux d'anticorps ne bougent pas d'un dixième. Donc, dans ce cas-là, c'est causé à des anticorps dirigés contre un agent infectieux. Ici, avec la Borrelia, donc, il y a quand même pas mal qui ont été décrits dans la littérature, donc c'est quelque chose à surveiller. Donc, et ça va dans tous les sens. Hein. Donc, on a l'amande, la pomme, la myrtille, l'ail, le soja, le latex, mais aussi donc des produits animaux comme le poulet ou la dinde, et ça c'est la dinde turquie, et l'agneau, mais aussi des poissons comme le viveno, les coquilles Saint-Jacques, les crevettes, le surimi et tilapia. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Et surtout, si vous avez des doutes parfois, donc c'est toujours intéressant de faire des dosages d'IgG contre ces agents infectieux. L'Epstein-Barr, bon, ça c'est quelque chose quand même qui est très très répandu. Donc, je pense que 90% des gens ont des anticorps Epstein-Barr. Et selon la spécificité et selon le taux, ben, on peut trouver donc des réactions positives contre ces aliments-ci. Donc, encore une fois, il y a des crevettes, des algues, du soja, de l'orange, des algues, mais aussi des noix et d'autres fruits qui sont touchés. Le rotavirus, lui aussi, donc c'est quelque chose dont on est quand même fréquemment exposé et dont on peut avoir des anticorps. Et là, c'est effectivement important parce que ça rejoint ici donc la caséine et la gluténine, donc le gluten. Donc, et je connais par exemple une personne qui a un taux de gluten qui reste toujours au même degré, donc toujours sur des années, le taux ne bouge pas. Et là, donc, on a fait effectivement un diagnostic du rotavirus qui était positif et aussi ce taux-là ne bouge pas. Donc là, on a vraiment pu faire le lien entre le rotavirus et la réaction positive au gluten, même que l'on consomme plus depuis plusieurs années.
Et donc, ça, c'est justement un des cas où on peut dire, voilà, les gens se plaignent parce qu'on leur a dit, vos taux d'IgG vont diminuer, ils font l'effort, après 2 ans, ils refont le test et le taux est le même. Ce n'est pas que notre test est faux, mais c'est parce qu'il y a une réaction croisée, donc probablement avec soit un autre aliment ou un agent infectieux. Le gluten lui-même, comme protéine de stockage, c'est grave en termes de symptomologie. Mais aussi, il y a une réactivité immunitaire significative avec le lait de vache, avec les chocolats, surtout le chocolat au lait, les protéines du lactosérum, la caséine, la levure, l'avoine, le maïs, le millet, le café instantané. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont utilisé celui-là, mais apparemment, donc, il y a eu une réaction contre le café instantané, et aussi le riz. Donc, parfois, et c'est encore une fois important, les gens qui font un régime sans gluten, mais quand ils mangent du riz et du maïs et que l'anticorps qui reconnaissait le gluten reconnaît aussi le maïs et le riz, eh ben, c'est pas bon. Donc, en fait, cette étude qui est citée ici a été faite parce que justement, il y avait des gens qui consommaient plus de gluten, mais qui n'avaient pas d'amélioration de leurs symptômes. Et donc, ils ont fait ces analyses et ils ont vu que, bon, il y a une réaction contre le maïs et le riz. Et donc, les gens consommaient justement ces aliments-là et n'avaient pas des effets bénéfiques de ce régime. Bon, bien sûr, ça, c'était parce qu'ils ont fait un test de gluten, mais pas un test complet. Avec le test des micros, donc, on a des réactions contre le maïs et on a des réactions contre le millet. Et quand il y a une réaction croisée, eh ben, on la voit. Et donc, ceci dit, une réaction croisée, surtout pour les protéines de stockage, n'est jamais un faux positif, mais c'est toujours un vrai positif parce que cette protéine ne va pas être dégradée ni de la digestion, ni lors de la cuisson. Une autre allergie très peu connue, c'est l'allergie à la viande. Donc, et là, donc, le problème, c'est l'alpha-gal. Donc, c'est une galatose alpha 1, 2, 3 galactose. Et c'est un allergène commun donc, chez tous les mammifères, sauf les singes et les humains. Donc, nous, on ne connaît pas cette protéine. Donc, si on en a contact, on va faire une réaction. Et elle a été décrite comme réaction donc, retardée survenant 3 à 4 heures après la consommation de produits de viande de mammifères. Donc, clairement, ça se dirige vers les IgG. Et on a vu des cas pareils déjà, donc, où tous les viandes rouges étaient positifs. Par contre, les viandes blanches, comme le poulet ou la dinde, étaient négatives. Et donc, on a donc recherché un petit peu d'où ça peut venir. Et donc, dans ce cas-là, donc un cas très spécial, donc on a pu démontrer que c'était à cause du médicament anticancéreux du cetuximab, qui était la cause, parce que la patiente a pris ce médicament-là, et ça lui a fait cette réaction croisée contre les viandes. Mais elle est aussi, donc l'alpha-gal est aussi donc présente dans des substituts de liquide IV comme la gélofusine et l'hémacel. Les anticoagulants dérivés de l'intestin porcin et les valves cardiaques de remplacement dérivés des tissus porcins peuvent également contenir de l'alpha-gal. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, il faut faire attention. Sinon, la sensibilisation se fait surtout par des piqûres d'insectes. Et la première qui a été identifiée, c'était justement la Lone Star Tick aux États-Unis, mais ça peut aussi survenir d'autres insectes comme des moustiques, par exemple, ou d'autres. Ou des parasites aussi, quand on est contaminé de parasites, il y a des parasites qui peuvent aussi induire cette réaction croisée contre les viandes rouges. Et si vous avez donc, ça se montre un petit peu comme ceci, donc là, bon, c'est en anglais, mais vous voyez beef, donc bœuf, elle est très élevée, le chicken, elle est donc, le poulet, il est
peu élevé. Par contre, comment ça s'appelle déjà en français, bon, les animaux de chasse, là, donc c'est très élevé. Aussi, la chèvre et les brebis, ça c'est comment il s'appelle? Je suis désolé. Le lièvre? Le lapin. Le lièvre. Non, le lièvre, pardon. Le lièvre, mais le lapin doit aussi être quelque part. Donc, voilà, là, c'est le lapin, donc aussi le porc. Mais par contre, l'autruche, l'oie, le canard, quail, donc ça veut dire, c'est un oiseau, et la dinde, ils sont complètement négatifs. Donc ça, c'est une vue classique d'une réaction alpha-gal. Et elle est cliniquement significative. Donc, c'est important d'éviter ces aliments-là. La réaction se diminue si la viande est cuite, mais elle n'est pas complètement abolie. Et puis, il y a le syndrome porc-chat. Bon, ça, c'est surtout important pour les musulmans, donc, parce que même s'ils n'en mangent pas, mais s'ils sont sensibilisés contre le chat, eh ben, le porc va sortir positif. Donc, en fait, encore une fois, c'est l'albumine. Donc, l'albumine, c'est une protéine de stockage, donc quelque chose qui ne se détruit pas. Donc, elle réagit donc avec l'albumine sérique du porc. Et c'est aussi une explication possible des réactions positives au porc et au sanglier, même si on n'en mange pas, par exemple, le sanglier. Et je connais aussi une dame qui a effectivement ce genre de problème. Et quand elle mange du porc, ça lui crée des problèmes. En tout cas, elle a à chaque fois une augmentation de poids de plus d'1,5 kg quand elle mange du porc. Et donc, oui, si vous avez une clientèle musulmane, il faut les faire peut-être attentifs à cela, pas qu'ils soient discriminés ou oui, parce qu'ils mangeraient du porc. Non, ils ne mangent pas du porc, mais c'est une réaction contre le chat. Et puis, il y a à nouveau le Covid, le SARS-CoV-2, là, qui apparemment donc, a aussi une implication quand même très importante. Et c'est une publication très récente de 2021 qui a analysé donc, les réactions croisées du Covid contre les tissus humains, mais aussi certains aliments. Hop, voilà. Et donc, là, on voit, par exemple, là, c'est la protéine, donc, et c'est la spike protéine. Donc, ça veut dire, c'est pas l'infection du Covid, mais c'est le vaccin de RNA qui a été, ARN qui a été utilisé comme marqueur. Et à voir que beaucoup, quand même, d'aliments ont une réaction croisée ou sont positifs, disons, entre 20 et 30%, 35%. Et le plus important, c'est le soja. Mais on a aussi donc les amandes, la caséine, le blé un peu moins. Qu'est-ce qu'on a encore? Les lentilles. Donc, ça se peut que dans le futur, surtout chez les personnes vaccinées, on pourrait avoir des réactions positives contre certains aliments, même s'ils n'en mangent pas. Maintenant, les anti-CCD, ça c'est quelque chose qui nous pose quand même des problèmes parce que c'est un épitope commun à toutes les plantes. Donc, c'est une déterminante glycédique présente sur les glycoprotéines des plantes, des mammifères non primates et des invertébrés qui n'est pas présent chez les humains. Donc, par conséquent, ces glycanes sont hautement immunogènes et capables d'induire une forte réponse d'anticorps. Principalement, donc, on est sensibilisé après des piqûres de guêpes ou d'abeilles, donc parce qu'ils sont présents dans le venin. Et bon, souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais 1-2 ans plus tard, quand on fait un test, on devient positif contre ces CCD. On a identifié donc en 1991 que cette structure a une structure de l'épitope commun à la peroxydose du réfort et à la broméline de l'ananas. La broméline est importante parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui l'utilisent.
Et ça peut être une source donc, de sensibilisation aussi contre les CCD. Donc, quand vous avez un patient avec des positifs en CCD, il faut la demander si consomme ou consommer beaucoup de bromélaïne comme complément alimentaire. Il faut dire les réactions croisées contre les CCD, bon, ils sont bien sûr aussi présents dans l'allergie classique IgE. Et dans l'allergie IgE, ils sont plus ou moins considérés comme cliniquement non significatifs. Donc, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas d'études à cet effet, si aussi les IgG sont complètement sans réaction ou clinique significative ou pas. On ne le sait pas. Peut-être oui, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer maintenant deux cas de CCD, de la réaction croisée. Là, un, c'est un Imupro base. Donc, vous voyez, donc, il y avait 25 aliments non élevés, 12 élevés et 54 très élevés. Donc, en tout, un taux de posité de 65 entre les 90 aliments. Et voilà le résultat. Et en fait, c'est une image classique pour un résultat CCD. Surtout les végétaux, ben, ils sont quasiment tous positifs. Les céréales, bon, sont tous positifs. Les fruits, quasiment tous positifs. Bon, dans les herbes et les épices, il y en a l'un ou l'autre qui n'est pas positif. Pareil dans les semences. Mais ce qu'on voit, c'est que tous les fruits, les fruits de mer et les poissons sont négatifs. Et dans ce cas-là aussi, presque tous les laitages étaient négatifs et tout ce qui est viande est négatif. Donc ça, c'est une image très très claire d'une réaction CCD. Et si on regarde maintenant ici le REFOR, ben, on voit qu'il est à 140. Donc, ça veut dire qu'effectivement, donc, on est pratiquement en face c'est la preuve en fait d'une réaction CCD. Et surtout, si on regarde un petit peu les légumes, eh ben, ils tournent plus ou moins au même taux. Maintenant, il faut savoir aussi que les CCD ne sont pas exprimés au même taux dans tous les végétaux. Et donc, c'est-à-dire, ils sont présents à des taux différents et forcément, on va trouver des taux d'IgG différents dans ces aliments-là. Le problème est que si quelqu'un a, par exemple, le REFOR est à 140, et là on voit par exemple quelque chose pour les concombres qui est supérieur à 200, bon, on ne sait pas, est-ce que derrière il se cache encore d'autres réactions positives? Dans ce cas-là, je pense bien que oui, parce que sinon ce ne serait pas si haut. Parce que c'est dans le REFOR que l'expression du CCD est le plus important. Donc, pour l'interprétation de ces résultats-là, je prendrai donc toujours en compte la valeur du REFOR. Et chaque aliment végétal qui est supérieur au REFOR, on peut quasiment dire qu'il y a une réaction réelle derrière, une réaction spécifique derrière. Parce que les anticorps, bon, ça, on peut dire que ça s'additionne plus ou moins. Donc, par contre, si quelqu'un, comme ici la green pea, donc le petit pois, à 67, on ne sait pas s'il y a une vraie réaction derrière, parce qu'on ne connaît pas le taux de CCD du petit pois. Peut-être qu'il n'est qu'à 25. Et donc, on aurait des anticorps supplémentaires spécifiques pour le petit pois ici. Mais ça se peut aussi qu'il n'y a que 70 de CCD et rien d'autre. Donc, c'est un peu difficile à classer après. Mais je vais vous montrer après comment on va faire. Donc, l'interprétation de ces résultats, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder le REFOR qui est à 140, parce que tous les aliments d'origine végétale sont positifs et très élevés. Presque tous les aliments d'origine animale sont négatifs. Donc, un indice fort d'une réaction CCD. Les recommandations, donc, c'est tous les aliments positifs d'origine animale, y compris le gluten, sont des résultats corrects et doivent être évités lorsqu'ils sont positifs, parce qu'ils n'ont pas de réaction croisée avec les CCD. Donc, tous les viandes, tous les poissons, la levure, le gluten, les œufs, les produits laitiers, ils ne croisent pas avec les CCD. Donc, s'ils sont positifs, c'est des vrais positifs.
Puis, vous pouvez demander aux patients de dresser un tableau des aliments qu'ils consomment plus que 2 fois par semaine et comparer donc ces résultats avec ImuPro. Et donc, éviter ces aliments qui sont présents dans les 2 tableaux, parce que ce ne sont que les aliments qu'on consomme vraiment régulièrement qui peuvent créer des problèmes. Un aliment positif qui est consommé 1 fois par mois n'est pas un danger, ou n'est pas la cause du problème pour lequel le patient s'est présenté. Donc, faites les 2 tableaux et éliminez donc les aliments qui sont dans les 2 tableaux. Donc voilà, la quantité d'épitopes CCD peut changer d'un aliment à l'autre, c'est ce que j'avais dit. Donc nous ne pouvons pas faire la distinction entre les réactions réelles et réactions croisées CCD. Les réactions réelles peuvent être cachées derrière la réaction du CCD, ce qui complique la situation, bien sûr. Là, j'ai un autre cas. Là, c'est un ImuPro complet avec des réactions non élevées à 83, trop élevées à 175, donc énorme, mais seulement 11 ont été très élevés. Et quand même, 186 aliments sur 269 positifs, c'est dur. Mais on a vu ici que le candidat est positif. Donc, candidat positif, je vais toujours dire, attention, barrière intestinale perturbée, ça peut induire donc pas mal de réactions. Et voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez que ici, les poissons, donc, en majorité, ils sont négatifs. Ceux qui sont positifs sont très, très proches, voire à la limite du seuil. Le blanc d'œuf, il est clair positif, vraiment augmenté. Tout le reste, bon, plus ou moins faiblement augmenté, pas trop. Et ça, c'est le reste des tableaux. Donc, on voit qu'effectivement, donc, c'est un petit peu tout. Donc, ce patient-là, pour moi, il a certainement donc, un problème de perméabilité, mais il a aussi probablement un problème de CCD. On voit ici le réfort à 11,8. Et si vous regardez un petit peu tout, la plupart des fruits, des légumes, là où à gauche les légumes, bah, ils tournent plus ou moins au même taux. Donc, c'est entre 10 et 15. Les fruits, pareil. Et donc, ceux-là, je pense qu'effectivement, donc, on est en face d'un CCD faible et puisque les viandes sont aussi positives, les viandes étaient, je pense, ici. Où sont les viandes? Voilà, là vous avez les viandes, ils sont aussi positifs, donc ce n'est pas un classique. Et je pense que dans ce cas-ci, on est en face donc, de quelqu'un qui a une perméabilité intestinale augmentée avec des réactions anarchiques un petit peu, avec un CCD. Et il y a quand même des réactions très prononcées comme la noix de cajou, comme la pistache, les œufs, qu'est-ce qu'on a encore, le lait de vache et la ricotta, donc tous ceux qui sont pas des CCD, mais sont des réactions réelles. Et dans ce cas-ci, moi, je me concentrerai sur les rouges. En principe, je suis quelqu'un qui dit qu'il faut éliminer tout ce qui est positif pour être sûr, mais je pense que dans ce cas-là, il faudrait se limiter sur effectivement sur les rouges qui sont fortement élevés. Là, on a encore le citron et la levure. Et donc, ça, c'est des vrais positifs et il faudra en tout cas les éliminer. Donc, voilà. Donc, interprétation, valeur négative, seulement 2 sont en dessous de 2,5. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas normal. Hein. En général, ils sont beaucoup plus et 90% sont entre 5 et 7, les négatifs. Et ça veut dire qu'il y a un problème de perméabilité. Sinon, ça aurait été inversé. En plus, les aliments élevés, donc sur 75, sont entre 25 sont entre 15 et 19, mais 150 sont en dessous de 15. Encore une fois, un indice d'une perméabilité intestinale élevée, mais le réfort qui est à 11,8 et que quasiment tous les végétaux sont positifs. Donc, ça peut nous indiquer aussi donc, une réaction croisée entre CCD faible, mais quand même présente. Poissons et viandes, certains sont positifs, mais ceux sont surtout négatifs. Donc, les recommandations à nouveau sont tous les aliments positifs d'origine animale, y compris les gluten, sont des résultats corrects et doivent être évités lorsqu'ils sont positifs. Encore une fois, dresser un tableau
pour voir quels sont les aliments consommés plus que 2 fois par jour et éviter ces aliments-là. Voilà, quels sont donc les problèmes liés au CCD. Les réactions CCD ne sont probablement pas cliniquement significatives, mais en tout cas, c'est la position officielle pour les IgE, mais est-ce que c'est vraiment pareil pour les IgG? On ne le sait pas vraiment. C'est fortement possible parce que souvent, il y a bien des cas pareils entre IgE et IgG. En tout cas, c'est les mêmes antigènes qui sont en cause. Les réactions CD ne sont pas uniformes, donc il peut y avoir des grandes différences entre aliments. Donc, ce qui explique des taux parfois très très proches du réfort, mais aussi parfois nettement en dessous du réfort. Ces réactions CCD peuvent cacher ou couvrir des vraies réactions IgG. Et ça, c'est le grand problème. Donc, on ne peut pas tout simplement dire, voilà, c'est pas significatif, mangez de tout. Non, parce que ça peut créer des problèmes. Et ce qui est très, très important, c'est que ces antigènes animaux, poissons, viande, ainsi que les produits laitiers, les œufs, les levures et les gluten ne font pas de réaction croisée avec CCD et si positives sont des vraies réactions positives. Donc, en général, on peut dire que les réactions croisées ne sont pas des faux positifs, donc c'est des vrais positifs. Les tableaux des réactions croisées ne sont pas probablement exhaustivement complets, donc ça, je l'avais dit au début, c'est une synthèse. On trouve toujours des nouveaux réactions croisées qui sont publiées. Il s'agit de réactions croisées possibles, dépendamment de l'épitope concerné. Donc, ça se peut que dans un tableau, il y a une réaction croisée déterminée, mais si votre réaction n'est pas dirigée contre l'antigène en cause, ça se peut que vous ne le trouvez pas. Vous le trouvez des réactions croisées pour tel et tel aliment, mais pour un autre qui est dans le tableau et qui est négatif. Donc, ça veut dire que si on compare des résultats avec les tableaux que je vous ai donnés, si vous en trouvez 5 ou 6 dans un tableau, mais 3, 4 qui sont négatifs, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une réaction croisée. Ça veut juste dire que ce n'est pas l'antigène qui est présent dans cet aliment-là. Parce que dans les tableaux, c'est tous les antigènes confondus, par exemple du pollen, qui ont été repris, donc, et pas un par un. Les réactions croisées peuvent être cliniquement non significatives, bon, c'est possible, donc surtout si l'aliment ou l'antigène est digéré, donc est détruit lors de la digestion ou lors de la cuisson. Cependant, certaines le sont bien, comme le gluten par exemple, ou les autres protéines de stockage qui ne sont pas détruites. Donc, la meilleure façon de déterminer si l'IgG positif est causé par une réaction croisée est tout simplement l'éviction-provocation après 3 semaines. Et donc, et là, puisque ce n'est pas toujours un symptôme spécifique qui se présente, donc je pense que la variation du poids sera l'outil de mesure idéal pour voir si oui ou non l'aliment fait une réaction ou pas. Voilà, donc voici un petit peu la marche à suivre. Donc, vous avez un tableau 1 qui sont les IgG positifs dans le résultat ImmuPro. Puis, vous avez un deuxième tableau que vous dressez, donc les aliments consommés plus que 2 fois par semaine. Dans la présentation, donc, vous avez le tableau des réactions croisées. Vous pouvez faire donc la comparaison des deux. Et si vous voyez maintenant que les IgG positifs, donc tableau 1 et tableau 2, oui, donc c'est des aliments consommés plus que 2 fois par semaine, dans ce cas-là, j'éviterai ces aliments-là. Si c'est non, donc si les aliments ne sont pas consommés plus que 2 fois par semaine, et qu'ils sont présents dans le tableau de réactions croisées, ce serait donc un aliment à observer, c'est-à-dire en premier lieu, vous pourrez encore le consommer, mais si jamais il n'y a pas d'amélioration des symptômes après 3 semaines, donc il faudra envisager à éliminer aussi ces aliments-ci. Et avec cette approche, bon, j'avoue, elle n'est pas très facile, elle est un peu lourde, mais c'est quasiment la seule façon de déterminer si vous êtes en face d'une réaction croisée ou d'une réaction réelle. Voilà, j'espère que j'ai pu élucider un petit peu le sujet et je vous remercie pour votre attention.
Merci Camille pour cette présentation. C'était très clair, très complet et sur des sujets qui sont bien compliqués. Donc, merci beaucoup. Alors, si c'est le moment de poser vos questions, si vous en avez dans dans le petit onglet conversation. Alors, on a déjà une première question. Ça en fera certainement venir d'autres. Alors, la première question, c'est comment mesurer la positivité chez des personnes rachitiques sans prise de poids? Entre parenthèses, certaines personnes atteintes du candida albicans. Oui, mais bon, j'ai pas bien compris ce que vous voulez dire, enfin, comment mesurer. Il faut Alors peut-être Aurélie, si préciser. vous pouviez peut-être juste repréciser votre question. On va passer à la deuxième et puis on reviendra à prise de poids en cas de positivité. Ah, je pense que c'est quand, pour l'inflammation, dans Mais bon, suite à chacun, la... oui, mais chacun, même ceux qui n'ont pas bon, on parle pas de surpoids, on parle de variation de poids journalier. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui fait par exemple le régime EMUPRO ou l'éviction des anticorps, bah, il va perdre du poids. Même s'il est extrêmement mince, il va perdre 1 à 2 kilos. Bon, j'ai eu des appels de panique de personnes pareilles, donc qui ont dit oui, mais je suis déjà, je ne pèse que 45 kilos à 1m70. Si je perds encore du poids, non, ça ne va pas. Non, mais si. Euh, dans ce cas-là, c'est l'eau qui est relâchée, en fait, l'eau qui a été retenue à cause de l'inflammation. Donc, ce n'est pas de matière de muscles ou de graisse ou de matière organique qui est relâchée, mais c'est que de l'eau qui est relâchée. Et donc, c'est normal. Et après deux jours, donc ça se stabilise et il n'y a plus de perte de poids. Donc, et surtout, ces personnes-là, donc, ils vont prendre du poids parce que le problème qu'il avait, c'était un problème de malabsorption. Et maintenant, donc, puisqu'il peut même mieux absorber les aliments, donc il va même prendre du poids. Bon, pas des masses énormes, mais lentement, ils vont augmenter leur poids. Quand je parle des variations de poids journalier, je parle justement de 1 kg ou 1,5 kg d'un jour à l'autre. Et donc, si vous consommez, donc si vous êtes en phase stable, en élimination par exemple, et vous consommez un aliment qui est cliniquement significatif, le lendemain, vous allez avoir 1,5 kg plus sur la balance. Et c'est ça la mesure qui est importante, et c'est un indice que l'aliment est pro-inflammatoire et qu'il faudra l'éliminer. OK? Oui, parfait, merci. Alors, nouvelle question. Chez une personne cœliaque, on dose les anticorps antigliadine IgG. Est-ce que ces IgG peuvent avoir des réactions croisées comme avec les IgG du gluten, comme nous l'avons vu dans les diapos, Oui, bien avec sûr. les aliments comme le riz, l'avoine, le maïs, le café, les levures, etc. Oui, oui, absolument. Bon, dans cette publication, il en fait trois sortes de gliadines. Ils ont testé 3 sortes de gliadines et il était aussi, donc, l'un était plus fort, l'autre était un peu moins fort, mais oui, c'est sûr. Donc Parfait. souvent, le problème, c'est que souvent, on ne fait que, bon, dans les maladies cœliaques, ok, donc on dose principalement la transglutaminase, mais aussi la gliadine. Mais le problème, c'est que la gliadine en soi n'est pas assez sensible. Donc, c'est mieux de faire une analyse comme la nôtre, où on dose vraiment les anticorps complets du gluten, qui sont beaucoup plus sensibles. Donc, on a vu donc, dans des études qui ont été faites, par exemple, par le docteur Mussi, qu'on ne rate jamais un antigliadine, mais par contre, les antigliadines, ils ratent souvent le gluten. Donc, c'est mieux de faire une analyse du gluten au lieu de la gliadine seule. Elle n'est pas assez sensible. Bien. Eh bien, très bien Camille. On n'a plus de... Oui, est-ce J'ai plus que de nouvelles c'est questions. Marcel Ah, Bonny? Marcel, Marcel allez-y. Bonny. Voilà, j'avais un commentaire. Bonjour à tout le monde et merci d'être encore nombreux. Vraiment, j'en connais certains d'entre vous. Je voudrais éventuellement, Camille, que tu reviennes sur
le sujet du Covid, dont on n'a pas fini de parler, du SARS et du lien possible avec l'auto-immunité. Puisque tu as mentionné une étude, je voudrais que tu reviennes là-dessus en expliquant par exemple quelqu'un qui va consommer tous les jours du soja, tu as mentionné le soja, c'est quand même assez fréquent hein, en substitution lait de soja par exemple. Quels sont les mécanismes et quels sont les risques éventuels? Bon, tout d'abord, il faudrait pas manger chaque jour la même chose. Donc ça, c'est le premier. Donc, c'est déjà pas notre approche. Donc, il faudrait essayer si on a des substituts d'aliments, donc qu'il y a une rotation qui est faite. Mmh. C'est d'abord une première précaution à prendre. Sinon, oui, on voit bien. Donc, encore hier, j'ai vu passer une publication qui disent que après le SARS, là, donc le Covid, il y a une augmentation importante des auto-immunités, des maladies auto-immunes. Donc, et ceci pas seulement à cause des aliments, mais bon, ça c'était pas dans cette présentation-ci, mais si tu te rappelles, dans la présentation que j'avais faite sur l'auto-immunité, bon, il y avait des tableaux qui reprenaient effectivement encore des réactions croisées des épitopes du Covid avec les tissus humains. Et c'est ça ce qui est encore plus grave. Donc, et qui explique donc cette progression des maladies auto-immunes. Et ça, c'est vrai pour les vaccins, donc d'ARN, mais c'est aussi vrai pour les infections du Covid. Donc, ils posent tous un risque, un nouveau risque pour les maladies auto-immunes, bien que des réactions croisées avec les tissus, mais aussi avec des aliments. Donc, si on voit ce tableau-là, effectivement, donc c'est bien de ne pas surconsommer certains aliments, oui, effectivement. Merci Camille. J'en profite parce que quand même c'est un sujet intéressant pour tout le monde pour mentionner le congrès qui sera organisé en fin d'année par Docteur Mena. Enfin, je ne l'ai pas vu dans la liste, hein. Eric n'est pas là, sur le sujet justement du Covid long. Et je voulais dire aussi, mais je ne sais pas s'il veut témoigner, que nous avons été en contact avec Docteur Org sur une expérience qu'il a développée en lien avec le Covid, mais aussi, disons, l'inflammation, l'importance du prise en compte d'aliments pro-inflammatoires dans le cas d'immunité altérée. Je ne sais pas si Docteur Org est toujours là, s'il veut témoigner, mais il a développé vraiment une spécialité dans le domaine. Peut-être, c'était notre idée, on pourra faire un prochain séminaire sur le thème. Je ne sais pas, Docteur Org, vous m'entendez? C'est délicat peut-être pour vous d'intervenir, mais en tout cas, sachez que on fait de plus en plus le lien avec ces sujets sur l'immunité, l'auto-immunité et puis les Covid, notamment les Covid longs. Voilà, je ne sais pas si Dr Hogg voulait apporter quelque chose de plus. Alors, Docteur Org, si vous voulez participer, je vous ai remis votre micro, donc vous avez juste à activer le micro. C'est possible. Voilà. A priori, Oui, peut-être il y a un problème de technique, mais en tout cas, on est en contact avec Dr Org et on essaiera de communiquer sur le sujet parce que c'est un sujet très important. Voilà, excusez-moi, je suis intervenu, je voulais pas être hors sujet, mais en tout cas, merci Camille pour, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est le quotidien malheureusement, mais pas toujours quand même. Mais on a des cas comme ça où alors surtout n'hésitez pas à nous contacter, lorsque vous avez des cas d'énigmes, on l'a vu, hein, des viandes, des légumes et cetera. Parce que Camille est toujours là, pour essayer de comprendre. En plus, il adore, vous voyez, c'est des sortes d'énigmes pour lui et on est là pour vous aider parce que ou alors lorsque vous avez, ce matin je regardais un peu, des cas de zéro hem, réactivité. Je ne sais pas Camille si tu veux dire les cas, comment on gère des zéro réactivité? Les zéro réactifs, vont d'abord regarder pourquoi. Donc,
on a donc quand même l'image d'être très sensible et d'être trop souvent positif. Donc, ce n'est pas une faille du test, mais c'est probablement que le patient, bon, ça existe. Il y a des patients qui n'ont pas de problème avec des aliments. Bon, ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai, mais ça existe. Donc, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Dans ce cas-là, donc, si c'est le cas, bien sûr, il faudra chercher d'autres causes qui sont à l'origine des problèmes des patients. Sinon, donc, il faut faire un test des IgG totaux parce que, bon, il faut savoir que notre test a été quand même validé et calibré sur un taux d'IgG totaux dans la valeur des références. Donc, ça veut dire environ de 600 microgrammes par millilitre jusqu'à 1600, 1800. Donc, si vous êtes dans cette plage et le test est négatif, il y a encore deux possibilités. Soit effectivement, il n'y a pas de réaction alimentaire possible, ou bien il y a la présence de paraprotéines. Donc, ce qu'il faudra faire dans un cas pareil, c'est de doser d'abord les IgG totaux. Si les IgG totaux sont dans la normalité ou même augmentés, il faut doser les paraprotéines parce que ceux-là peuvent effectivement, c'est des protéines monoclonaux, donc c'est un clone d'IgG qui peut donc cacher ou donc les réactions et donner des réactions négatives. Si c'est le cas, donc bon, c'est la malchance, on peut faire le diagnostic. Si les anticorps sont tabassés, dans ce cas-là, donc il faut regarder plus en détail les valeurs. Donc, si par exemple vous êtes 30% en dessous de la valeur de référence pour les IgG totaux, il ne faudra pas prendre le seuil des aliments qu'on vous donne, mais il faut aller un peu plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comparer les vrais négatifs, ceux qui sont toujours négatifs. Dans le passé, par exemple, tous ceux qui étaient en dessous de 2,5 et prendre en compte ceux qui sont à partir de 4,5 jusqu'à 7. Donc, c'est une réaction, mais avec notre interprétation, elle serait négative. Mais pour des gens qui n'ont pas assez d'IgG, ça peut que ces aliments-là seraient intéressants à éliminer. Et donc, voilà, donc vous allez 30-40% en dessous du seuil déterminé pour voir s'il y a une réaction ou pas dans ces cas-là et les éliminer. Merci Camille. Eh ben, merci beaucoup Camille. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions, donc cette fois on est bien dans les clous pour les horaires. Donc c'est parfait. Merci à tous pour votre participation. On vous enverra